Christophe, pardon. Oui, merci pour votre présentation. Alors, il se trouve que je suis les travaux de la commission d'enquête sur la fibromyalgie. Et donc, ça tombait très bien, puisque ce matin, on a eu deux auditions passionnantes. Et c'est vrai que sur la fibromyalgie, hein, c'est un diagnostic qu'on n'arrive pas à circonscrire de manière très rigoureuse. Mais le facteur genre, qui d'ailleurs peut interroger, sauf par le simple fait que 80% des patients concernés par ce symptôme sont des femmes. Donc là, on a un exemple de difficulté à la fois à poser un diagnostic, à avoir des traitements et avoir comment dire, une façon d'agir par rapport à ce syndrome. On a aussi une mission d'information d'ailleurs sur le syndrome d'épuisement professionnel dans le même temps, hein, donc pour vous montrer qu'il y a quand même une cohérence dans la façon dont on travaille sur ce thème. Et c'est vrai que là, c'est symptomatique de cette relation entre genre et santé qui est difficile. On a eu des auditions avec des professionnels de santé, avec des praticiens, avec des directeurs d'établissements thermaux, etc. Et ils ont, sur la question de la relation entre genre et santé, notamment à partir de l'appropriation de cette pathologie, il y a une difficulté en fait à avancer. Donc je ne sais pas, je liais ça par rapport à votre présentation parce que ça me semblait assez prégnant. Est-ce que vous avez eu, sur le cas de la fibromyalgie, puisque ça touche aussi quand même l'approche des neurobiologistes, des retours ou par rapport au lien genre-santé? Merci. Je ne suis pas en mesure de répondre précisément à cette question parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas clinicienne. Ce que je pourrais évoquer, c'est le fait que quand on s'intéresse à une pathologie humaine, il est important d'ouvrir tout un champ de recherche pour essayer de comprendre pourquoi cette pathologie se développe et trouver éventuellement des traitements. Et on peut souvent avoir recours à des modèles animaux pour tenter de mimer la maladie humaine. Alors les modèles animaux, dans certains cas, peuvent être très intéressants, mais dans d'autres, ils peuvent être aussi décevants. Et si on prend l'exemple des souris, qui sont nos animaux préférés dans les laboratoires, en fait, jusqu'à présent, les souris sont des mauvais modèles pour comprendre, par exemple, les processus associés au vieillissement ou les processus associés à la maladie d'Alzheimer ou associés à la ménopause ou à des changements hormonaux. On est dans une... il y a vraiment un obstacle qui est là, qui fait qu'on est quand même obligé de réfléchir à l'humain, d'abord et avant tout, dans sa complexité, dans son environnement, dans son histoire, dans sa physiologie, et d'intégrer l'ensemble de ces facteurs pour essayer de comprendre les pathologies. Et bon, avoir des démarches de recherche, avoir une vision réductionniste des pathologies, c'est-à-dire au niveau cellulaire, moléculaire et tissulaire, les tenants et les aboutissants d'un processus pathologique, certes, c'est intéressant, ça peut être certes très éclairant, mais ça ne suffit pas. Oui, Christophe. Merci. Oui, juste pour rebondir tout à l'heure, hein, encore sur le cas de la fibromyalgie, parce que ça me semble assez exemplaire hein, des relations. C'est pas du tout pour trouver une cause, une causalité biologique ou autre, hein, ou physiologique. C'est plutôt dans le psychosomatique pour voir... on a du mal à élaborer, à introduire la notion de genre dans un diagnostic qui finalement, on ne sait pas s'il n'existe pas pour l'instant. Mais vous avez tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois le cumul des rôles, les positions parfois plus altruistes, l'environnement professionnel, social, expose davantage les femmes. Alors, la difficulté, c'est que ça suppose aussi une pluridisciplinarité qui est assez compliquée à mettre en œuvre, et notamment dans le domaine médical, dans la recherche médicale. Et ça, c'est une des conclusions,
pour l'instant provisoire, que l'on a dans cette commission d'enquête. Donc comment, parce que la dimension genre, pour essayer de l'aborder, on voit qu'il faut davantage aller du côté de la sociologie. Et quand on parle à des médecins, où il y a des chercheurs aussi, c'est plus compliqué à mettre en œuvre parce que en fait, toutes ces professions ne se parlent pas forcément. Donc, quel est votre ressenti par rapport à cette réalité-là? Alors, très rapidement, ces professions ne se parlent pas forcément. Alors, pas forcément en France. Je crois que ça, c'est important de le dire. D'abord parce que en fait, moi, je suis à Paris aujourd'hui parce que j'étais à Paris hier. Et si j'étais à Paris hier, c'était parce que je participais à une journée d'études à l'École des hautes études en sciences sociales qui associait justement des médecins, des juristes et des gens des sciences humaines. Mais l'initiative, elle était d'abord portée par l'Université de Lausanne. Donc voilà, par exemple, en Suisse, à l'Université de Lausanne, il y a une plateforme comme ça qui vise à mettre en collaboration des disciplines diverses. S'il y avait des juristes en sus, des médecins et des sciences sociales, c'est parce qu'il était question de la prise en charge médicale des personnes intersexes. Donc du coup, ça posait des questions d'état civil. Voilà. Mais en tout cas, au-delà du sujet qui nous occupait hier, il y a des collaborations possibles qui existent. Elles existent au plan international. Dans mon université, et je crois dans de nombreuses universités françaises, elles doivent aussi exister, mais je vais parler simplement de la mienne parce que je la connais. D'ailleurs, nous, à l'Université Lyon 1, nous avons un département de sciences humaines et sociales qui associe des philosophes, des anthropologues, des historiens, à l'intérieur de la faculté de médecine. Donc, on participe activement à la formation des médecins. Et du coup, ça, je crois d'abord, modestement, mais quand même que ça fait changer le regard d'un certain nombre de professionnels de santé sur ce que sont nos disciplines de sciences molles. Et je fais exprès d'utiliser cet adjectif qui nous porte souvent préjudice, parce qu'il y a l'objectivité scientifique dure d'un côté, et nous, on est les sciences molles. Ce regard-là, effectivement, il change parce qu'on commence effectivement à faire la preuve de l'intérêt de nos pratiques scientifiques. Et en plus, ça rencontre quand même un certain nombre d'évolutions. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants en médecine, ils sont moins qu'hier formés à ce qu'on appelait l'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves physiques. Aujourd'hui, c'est plus ce modèle-là qui a cours, mais c'est un modèle qu'on appelle biopsychosocial. Et moi, ce que je m'attache à expliquer à mes étudiants, c'est que pour prendre en charge un patient ou une patiente, il va de soi qu'on prend en charge son corps, qu'on prend aussi en charge des aspects qui relèvent de son psychisme. Et là, pour la peine, les identités de genre vont évidemment jouer, mais qu'on est aussi travailleur social quand on est médecin, et que donc, quand on est un peu travailleur social, on doit avoir des compétences de sociologie qui ne sont pas des compétences de cuisine, si vous me permettez l'expression, qui sont des vraies compétences, parce que la sociologie, ce n'est pas une science de cuisine. Voilà, qu'il y a des méthodologies qui sont bien particulières. Et, mais les choses se mettent en place, mais il faut conquérir une légitimité scientifique auprès des scientifiques qui croient qu'ils sont plus durs que nos sciences sociales, quoi. Voilà. Mais on s'y emploie.